Moi, je vais parler d'oiseaux. On va changer complètement d'échelle géographique. Je dirais qu'on a moins de choses à prouver ou à expérimenter. Les oiseaux ne vont pas être un modèle comme les insectes ou toutes ces questions super intéressantes dont on a discuté en termes de diversité floristique, etc. Parce que là, on est à une échelle 2 km, dans quelques kilomètres carrés, pour laquelle les études ornithologiques sont plus ou moins adaptées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait quand même, Emmanuel et puis Willy voulaient quand même regarder ce qui se passe au niveau des oiseaux. Et c'est possible que, je leur en parlerai a posteriori, qu'on fasse évoluer quand même vers quelque chose de plus fin en complément de ce qu'on a commencé à faire l'année dernière, pour éventuellement quand même documenter un tout petit peu mieux ce qui va se passer sur la plaine au niveau de certaines espèces. Parce que là, ce qu'on a utilisé, c'est donc des méthodes de suivi ornithologique qui ont fait leurs preuves. Donc avec ce qu'on voit ici, là-haut, c'est ce qu'on appelle Viginature, piloté par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, avec des partenaires comme l'OFB, la LPO, etc. Et qui font beaucoup appel aux sciences participatives, c'est ce qu'on appelle les sciences citoyennes, avec la participation en fait d'énormément de bénévoles, parce que les oiseaux sont un groupe qui est quand même assez populaire et bien connu, contrairement à ce qu'on vient de voir avec les insectes. On peut aller évidemment identifier les espèces et puis le faire par un grand nombre de gens qui ont suffisamment de connaissances pour le faire. Et c'est dans ce cadre-là que déjà en Franche-Comté, ce type de suivi existe, et puis finalement les parcelles d'Emmanuel rejoignent ce grand terrain d'échantillonnage national et régional. Donc c'est ce qu'on appelle le suivi temporel des oiseaux communs, STOC, pour les oiseaux nicheurs, ce qui correspond à 10 points d'écoute sur un carré de 2 km sur 2, avec 3 passages, mars, avril et mai. Ce matin, j'aurais pu faire le passage justement. La météo avait annoncé du vent et de la pluie, donc je ne l'ai pas fait, mais finalement c'était pas mal, parce qu'il y a un passage en avril que je n'ai pas encore fait. Ça c'était pour l'anecdote. Et suivi hivernal des oiseaux communs, qui est un pendant pour suivre les oiseaux dans la saison froide, et avec, là cette fois non pas des points d'écoute, parce qu'en hiver les oiseaux sont quand même beaucoup plus silencieux, mais un transect de 3 km qui traverse le parcellaire, et qui fait 2 passages, un en décembre, un en janvier. Donc finalement, si on reprend les cartes de tout à l'heure, ce maillage de 2 km sur 2, c'est le standard pour les études dont j'ai parlé, et ce n'est pas nous qui le choisissons, entre guillemets. Je n'aurais pas pu le placer mieux centré sur les parcelles, mais c'est le carré qui tombait sur le plus grand nombre de parcelles d'Emmanuel, donc on l'a retenu. Et puis il y a 10 points d'écoute, c'est les étoiles blanches qui ont été positionnées, et puis le transect hivernal, c'est le cheminement jaune qui traverse ce parcellaire. Est-ce que ça veut dire un transect ? Alors c'est du recensement itinérant. Donc les points d'écoute c'est fixe, on va de l'un à l'autre, on note ce qu'on entend et ce qu'on voit sur ces points, et sinon on note tout ce qu'on contacte en marchant. Comment ? Tout ce qu'on lève. Alors ce qu'on lève, et puis voilà, comme il y a ça a été pour les périodes où l'auditif n'est plus valable, les transects, c'est... Vous choisissez de passer sur les limites de parcelles au lieu des milieux de parcelles. C'est normal, Alors là, c'est des commodités. L'essentiel, c'est que les oiseaux, quand même, ça ne change pas grand-chose sur la détection. Et puis, moi, je ne me suis pas permis de les positionner en plein champ non plus. Mais en général, on choisit quand même... parce que là, les oiseaux, c'est vrai que ça se détecte à plusieurs dizaines de mètres ou centaines de mètres. Donc, autant choisir la facilité de déplacement. Surtout que pour l'instant, c'est très ouvert. Après, quand il y aura les haies, je ne sais pas si ça ne va pas changer un peu le protocole. Forcément. Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Bon, ça, c'est le préalable quand même inévitable. Vous avez sûrement entendu plein de choses sur le déclin de la biodiversité, des chiffres effarants sur les insectes notamment, et forcément les conséquences sur leurs prédateurs et sur différents pans de la biodiversité, tous aussi alarmistes les uns que les autres. Donc ça, c'est des graphiques qui sont issus des protocoles dont je vous ai parlé, qui commencent à avoir plusieurs décennies d'existence. Donc les statisticiens et autres scientifiques capables d'analyser toutes ces données commencent à sortir des tendances robustes et dont elles sont rarement optimistes. Et là, il y a eu une catégorisation faite sur ces oiseaux en fonction de leur grande affinité de milieu
Donc on voit que les espèces généralistes, ce qu'on appelle généralistes, je pourrais prendre comme exemple la mésange charbonnière ou le pigeon ramier, s'en sortent pas trop mal, ne sont pas trop impactés parce qu'ils s'adaptent beaucoup à nos activités. Et puis après, on a des espèces plus spécialistes de milieux bâtis, qui souffrent de milieux forestiers, qui souffrent des changements de pratiques, des changements globaux, et des milieux agricoles également. Donc c'est des grandes catégorisations, évidemment. À chaque fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans son cycle biologique, un oiseau, il peut passer du milieu agricole au milieu forestier, ou il peut changer de continent. Ça, je ne l'ai pas dit, mais tout à l'heure, on parlait de savoir si un insecte allait faire 5 ou 20 mètres. Là, on parle d'oiseaux qui peuvent atterrir dans la parcelle d'Emmanuel pour se nourrir et qui ont fait 5000 km dans les 3 semaines qui précèdent. Donc, c'est des autres échelles. Tu peux donner des exemples d'espèces par milieu ou pas? Ouais, après, il y a quelques diapos, c'est des photos de ce qu'on peut voir cet après-midi, etc. Là, c'est 2 exemples un petit peu anecdotiques parce que j'ai essayé d'utiliser que des photos que j'ai faites localement pour illustrer mon propos. Pour montrer que des espèces qui disparaissent, ça arrive. Ici, on a le coche-vie huppé, qui est un oiseau lié au milieu agricole qui a disparu de Franche-Comté il y a une 50aine d'années, enfin en tout cas du Jura il y a une 50aine d'années. Et puis la pie-grièche grise qu'on trouve ici, qui pourrait être sur le point de disparaître, ou en tout cas qui a déjà disparu en tant que nicheur dans les plaines du Jura, qui est maintenant plus que sur quelques secteurs du plateau. Donc tout ça pour dire que si ces graphiques peuvent paraître un petit peu irréalistes, des fois on peut en douter, ces chiffres vraiment impressionnant. Sur l'échelle de quelques décennies, on peut quand même constater des disparitions. Alors aussi des apparitions, mais surtout des disparitions. Donc voilà, on peut passer en revue quelques espèces typiques du secteur du Val-d'Amour et des parcelles d'Emmanuel. Donc ça, c'est une photo qui a été faite il y a quelques jours, enfin j'ai mis les dates à chaque fois, sur une haie plantée, c'est la haie de Chissé. Donc on voit que le Bruant-Proyer, qui est un passereau des milieux agricoles, qui est en fort déclin en Bourgogne-Franche-Comté, donc les chiffres c'est sur 20 ans à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté. Eh bien, dès qu'il a trouvé un support pour pouvoir chanter et en gros un élément du paysage qui correspond à ses exigences, il n'a pas mis longtemps à l'utiliser. Donc cet oiseau chantait il y a une bonne semaine sur une des haies. Donc ça c'est quelque chose, il n'y a pas besoin de gros tests statistiques pour le démontrer. Mais on voit tout de suite que les oiseaux réagissent au changement de structure du paysage et si des éléments apparaissent qui correspondent à leurs besoins, ils sont assez vite utilisés. Et voilà, donc ça c'est le Bruant-Proyer. Donc c'est des espèces, comme disait Willy ce matin, il y a beaucoup d'espèces qui ont un régime alimentaire. C'est la batterie, c'est quoi? Ah pardon, info contact. Mixte et qui peuvent être granivores, là on voit la taille du bec. Une bonne partie de l'année et puis nourrir leurs jeunes avec des insectes comme les poules, les perdrix, hein, il y a beaucoup d'oiseaux comme ça. Et chez les passereaux aussi. Donc il n'y a pas tout qui est en photo. On peut citer le bruant jaune qui est une autre espèce qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Ici en dessous des photos, je mets si les oiseaux sont migrateurs, partiels, migrateurs ou sédentaires. Ce qui est important, c'est que les parcelles ne vont pas être utilisées par les oiseaux toute l'année. C'est ce que je disais, là on est sur des échelles énormes. Là, la bergeronnette printanière qui est arrivée il y a 2 ou 3 semaines dans le secteur hiverne en Afrique. Donc c'est pour dire que sur ces espèces pèsent des facteurs qui échappent évidemment à tout ce que Emmanuel peut tenter de faire ici, climatique, entre autres, et puis évidemment tout ce qui se passe sur... Ce que je peux dire sur la bergeronnette, ouais. C'est que quand on labourait il y a 10 ans, on envoyait beaucoup derrière nos charrues qui venaient chercher les vers, et là on n'en voit presque plus. D'accord, c'est vrai que c'est un très joli oiseau, insectivore et migrateur total, c'est-à-dire qu'il part complètement à l'automne pour revenir fin mars, début avril. J'ai pas de photo de l'alouette des champs, mais évidemment c'est l'autre oiseau typique qu'on entendra sûrement cet après-midi, qui est aussi en déclin et qui, même s'il a un régime alimentaire plus mixte, qui lui va être migrateur partiel, hivernant, voilà, qu'on va trouver toute l'année dans le secteur, contrairement à la bergeronnette. Là, c'est une petite anecdote, c'est pas l'oiseau le plus commun du Val-d'Amour, mais c'est vraiment en ce moment qu'il passe. Et c'est un des oiseaux symboliques du déclin des passereaux en Europe. Vous avez sûrement déjà entendu parler du bruant ortolan, qui était chassé de manière très, on va dire, anachronique dans les Landes jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis qui faisait l'objet de combats, on va dire, entre militants et défenseurs de cette chasse traditionnelle.
Et il y a une étude du Muséum d'histoire naturelle qui a prouvé que ces oiseaux déclinaient massivement en Europe du fait notamment de plein de facteurs, dont cette chasse traditionnelle, mais pas seulement. Donc on a un oiseau vraiment menacé à l'échelle européenne qui est observé chaque année sur ces parcelles en petit nombre. En ce moment, cette photo date d'il y a presque un an, jour pour jour, à Germigné. Et voilà, tout ça pour dire que c'est des petites pierres, ces efforts qui sont faits sur ces parcelles sont des petites pierres presque anecdotiques, mais malgré tout utiles pour tout un tas d'espèces qui ne font que passer, dont ces espèces emblématiques. Le tarier des prés, il a disparu en tant que nicheur dans les plaines aussi depuis un bon moment déjà. Il est vraiment maintenant cantonné dans quelques zones humides et puis en altitude. Et il passe aussi en ce moment. Lui aussi va chercher des supports pour chasser et se nourrir. Donc en l'absence d'éléments du paysage, il va pouvoir trouver des barbelés. Mais là, sur les colzas ou sur les premiers plans de haies, il va également utiliser très efficacement ses perchoirs. Alors malheureusement, il niche plus, mais c'est beaucoup de dizaines ou centaines de migrateurs qui vont passer par le Val d'Amour dans le mois d'avril, jusqu'à début mai, pour rejoindre des secteurs de nidification plus au nord. Et donc pour ces oiseaux qui font des kilomètres, de pouvoir se poser dans des endroits où il y a de la ressource alimentaire, donc tous les insectes dont on a parlé tout à l'heure qui pourraient revenir en plus grand nombre, et contribuer en tant que prédateurs à leur échelle, il faut qu'ils aient des micro-habitats intéressants, et notamment des perchoirs, ce qui pour l'instant est assez rare dans le Val d'Amour. Bon, on change d'échelle aussi, le busard cendré qu'on connaît maintenant quasiment plus que dans le Finage, dans le Jura, qui niche occasionnellement dans le Val d'Amour, mais en tout cas qui passe en migration aussi, typiquement prédateur d'insectes, de gros insectes, de micro-mammifères et d'oiseaux, qui pourraient bénéficier aussi pour ces territoires de chasse en période de migration d'une diversification du paysage. On a le faucon cresserelle dont je n'avais pas de photo mais qui est évidemment plus répandu, qui est présent sur ces parcelles, qui chasse depuis les fils électriques, prédateur d'insectes aussi, gros insectes, et de micro-mammifères. On a des emblèmes comme ça de plaine agricole comme la perdrix grise, qui a priori disparu en tant qu'espèce autochtone et qui ne subsiste qu'avec des lâchers de chasse, dont on observe quand même quelques individus ici. La caille des blés, un pendant encore sauvage, migrateur, qui va arriver dans les jours qui viennent et qui chante dans le Val d'Amour quand même encore en quelques individus chaque année, régime alimentaire mixte aussi et donc migratrice, et qui bénéficiera sans aucun doute de ce qui est prévu sur le secteur. Une photo un petit peu intéressante, c'est les bandes fleuries dont on a parlé ici, fin septembre 2022, avec une pie-grièche écorcheur, un oiseau insectivore migrateur et menacé, qui a trouvé à cette saison des perchoirs et probablement des centaines ou des milliers d'araignées et de sauterelles pour se nourrir, donc d'où l'intérêt aussi ce dont on discutait tout à l'heure, de laisser sur pied tardivement ce genre d'habitat, avec vraiment une chouette scène ce jour-là concrète de ce dont on discute. Et cet oiseau qui avait encore peut-être 4 ou 5 000 km à faire, il a pris des réserves ici pour son voyage, et c'est assez symbolique. Et en hiver, sur les transects hivernaux, on a quand même essentiellement dans ce genre de paysage de la corneille et du corbeau-freux et du pigeon ramier pour l'instant. Mais ça changera c'est ça qui va être intéressant à suivre. Les courlis blancs, Ceux-là, non, je t'avais envoyé le message, le pluvier, oui. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis pour clôturer, parce que c'était une anecdote. Il était dans tes parcelles, le pluvier doré, avec les vanneaux, là. Donc il y a les petits pluviers devant et puis les vanneaux huppés. Donc c'est vrai que c'est assez rare dans le Val d'Amour, qui pour l'instant, comme je disais, en hiver, abrite très peu d'espèces. Et c'est quelque chose que les haies et les bandes fleuries tardivement sur pied vont probablement enrichir. Mais pour l'instant, c'est vraiment les espèces généralistes, comme la corneille et le pigeon ramier, qui subsistent dans ces paysages en hiver. Et donc, enfin, cet hiver et en début de printemps, il y avait quand même une bande de vanneaux huppés qui traînait dans le secteur et qui utilisait pas mal les parcelles d'Emmanuel. Et puis le pluvier doré aussi qui s'est arrêté dans le colza
juste en dessous, et j'avais envoyé l'info à Emmanuel juste pour le symbole. Mais j'aurais pu parler de plein d'autres espèces, les fringies, comme sont les chardonnerets, les linottes, qui vont être aussi dans ces espèces de jachères fleuries en fin d'automne, et si elles durent plus longtemps en hiver, voilà, permettent ce rôle d'alimentation pour ces granivores qui sont sinon très dépendants des nourrissages qu'on fait dans les jardins et dans les villes, parce que dans les grandes cultures, il n'y a plus assez à manger au cœur de l'hiver. Voilà.